Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau de Sagesse bouddhiste. La semaine dernière, vous vous en souvenez, nous avons parcouru la vie de ce grand maître tibétain, Tarab Tulku Rinpoché. Aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre la spécificité de son enseignement. Il a en effet développé jusqu'à sa mort une approche originale, conciliant à la fois la tradition tibétaine, la pratique et la psychologie. J'ai le plaisir d'accueillir tout de suite Line Henneberg, sa plus proche disciple, pour en parler avec nous. Line Henneberg, bonjour et merci d'être avec nous. Je rappelle que vous étiez une très proche collaboratrice de Tarab Tulku Rinpoché. Vous l'avez assisté sur de nombreux travaux et notamment sur son programme de développement personnel, Unité dans la dualité. Et c'est sur ce premier aspect de votre travail en commun que j'ai envie de vous interroger. Mais j'aimerais avant qu'on essaye de voir comment est-ce que vous l'avez rencontré, en quoi cette rencontre a changé votre vie. Oui, c'était quelque chose de très spécial de rencontrer Tarab Rinpoché. Ce n'était pas le premier maître tibétain que je rencontrais, mais ce qui était très particulier dans la rencontre avec Tarab Rinpoché, c'est que j'avais vraiment cherché depuis l'enfance et toujours posé des questions et je ne trouvais jamais de réponse à ces questions. Et puis j'ai commencé à en trouver lorsque j'ai rencontré des maîtres tibétains, mais en fait ça a été très spécifique lors de la rencontre avec Tarab Rinpoché parce qu'il pouvait comprendre vraiment quelles étaient mes questions, à quel niveau je posais mes questions et il pouvait y donner des réponses. Donc c'était vraiment une communication fantastique. Alors, qu'est-ce qui a déclenché votre collaboration? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier pour que vous deveniez une aussi proche disciple? J'imagine que beaucoup de gens en rêvaient, mais vous l'avez fait. De quel argument vous avez usé pour le convaincre? C'est difficile à dire parce que, bien sûr, je ne sais pas quelles sont les relations spécifiques qu'il pouvait avoir avec d'autres étudiants, mais c'est vrai que depuis le début, on avait vraiment établi une connexion de proximité. Aussi bien on pouvait se ressentir au niveau énergétique qu'au niveau du ressenti ordinaire. Mais également, je pense que notre façon d'aborder les choses, de penser et d'investiguer et de procéder à une recherche était très proche. Alors, au moment de sa mort, en septembre 2004, Tarab Tulku Rinpoché vous a demandé de prendre sa succession, c'est-à-dire de continuer à enseigner ces différents programmes de développement personnel. Et ça a d'autant plus de poids que finalement, c'était votre dernier échange. Comment est-ce que vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? En fait, Tarab Rinpoché était déjà engagé dans le processus de mort. On l'avait déjà aidé à se mettre en position de méditation assise. Et c'est en fait quelqu'un qui ne demandait jamais quoi que ce soit à qui que ce soit. Et en fait, à ce moment-là, je lui ai posé la question en lui disant, mais le terrain que nous avons en Inde, où justement Tarab Rinpoché voulait établir le projet de Tarabling, qui était un projet d'institut qui pouvait s'ouvrir, où tous ces enseignements pouvaient s'ouvrir et être offerts aux Tibétains en exil. Alors, je lui ai demandé justement quoi faire de ce terrain, de ce projet, et si on devait vendre le terrain. Et justement, il m'a dit non, absolument pas. Il faut vraiment garder le terrain et continuer le projet qui est vraiment très important pour le futur, non seulement pour les Tibétains, mais il faut que ce soit aussi un centre de recherche, pas seulement un centre d'enseignement, mais un centre de rencontre pour l'Orient et l'Occident. Donc, il m'a vraiment demandé de maintenir le projet, de continuer et de commencer à enseigner aux Tibétains comme c'était prévu. Et cela donc était prévu quelques mois après cette période. Et donc, je me demandais vraiment comment est-ce que ça pouvait se faire et toute l'organisation que ça demandait. Et il m'a dit simplement, tu dois continuer et t'y mettre. Car c'est très rare dans la tradition tibétaine de confier ce genre de mission à une femme, mais encore plus à une occidentale. Oui, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment ressenti que c'était une tâche très spéciale qu'il me confiait et je ne sentais pas que j'étais à la hauteur de cela et je ne pouvais pas en plus imaginer me retrouver en Inde où j'allais enseigner aux Tibétains leur propre tradition sans avoir été introduite et sans que ça ait été planifié, organisé de la sorte. Donc tout s'est passé très vite.
Rinpoche ne m'avait pas vraiment préparé non plus à cette tâche. Mais je ne me suis pas vraiment identifiée au fait que j'étais une femme. C'est simplement ce que j'ai dit à Rinpoche à ce moment-là. Mais d'une certaine façon, j'étais plus identifiée. D'une façon générale, je m'identifie plus au fait d'être une personne qui enseigne, parce que j'enseignais déjà depuis de longues années avant la mort de Rinpoche. Mais ce qui se passe, c'est que je n'avais jamais eu l'occasion d'enseigner en Inde dans ce contexte. Alors justement, comment est-ce que vous avez géré cette situation? Ça n'a pas été trop difficile de prendre sa succession? Non, ça a été une grande surprise en fait. En fait, au moment de la mort de Rinpoche, il me disait que de toute façon, il serait là. Et j'ai pu sentir, même déjà pendant tout le processus de mort, qu'il était de plus en plus présent. On a en fait l'idée en Occident que lorsque quelqu'un meurt, eh bien, c'est une séparation. Mais là, de plus en plus, je sentais qu'on était de plus en plus en unité et qu'il y avait cette présence forte qui émanait de lui. Et qu'elle a toujours été là, bien sûr, pendant toutes les années où nous étions ensemble, où nous travaillions ensemble, et même si je me trouvais ailleurs, sa présence était là. Mais cela s'est maintenu, même au-delà de sa mort, et ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et lorsque je suis allée en Inde, il m'a fallu établir des contacts. Et je ne connaissais une personne qui était un bon ami de Rinpoche que je pouvais contacter. Il a immédiatement organisé des rendez-vous importants, et notamment avec Samdang Rinpoche, qui est l'équivalent du Premier ministre, ou en fait le leader du Kashak, donc du gouvernement tibétain en exil. Et j'ai vraiment eu dès le début un très grand soutien de sa part. Et donc je leur ai dit ce que Tarab Rinpoche m'avait dit au moment de sa mort. Et donc ils ont dit, mais si c'est ce qu'il a dit, eh bien nous ne souhaitons qu'une chose, c'est de t'aider. Alors revenons justement à ce programme d'unité dans la dualité. J'aimerais savoir déjà pourquoi est-ce que vous l'avez intitulé ainsi? Pourquoi donner ce titre à ce programme et quels sont les concepts fondamentaux qui forment ce socle, le socle de ce programme? Unity and duality, that is ce terme d'unité dans la dualité, c'est vraiment une traduction libre du Tendrel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie Tendrel? Donc, le Tendrel, c'est cette relation d'interdépendance ou l'interrelation de la réalité. Donc, on peut l'utiliser dans toutes sortes de circonstances, ce terme de Tendrel, parce que c'est un terme fondamental dans la philosophie bouddhiste. Donc, il est dit également que si l'on comprend le Tendrel, eh bien, on peut comprendre la dualité aussi bien que la non-dualité, le niveau du samsara et du nirvana, mais que sans la compréhension du Tendrel, il est impossible de comprendre ce qu'est le samsara ou le nirvana. Donc c'est vraiment un terme clé. Mais la façon dont Tarab Rinpoche a insisté sur ce point, c'est qu'au niveau du dé, de unité dans la dualité, c'est justement cette interrelation entre le sujet et l'objet, entre le corps et l'esprit, et entre l'énergie et la matière. Donc pour mieux comprendre, eh bien, c'est le fait que lorsque l'on parle de sujet et objet, en principe, on se réfère à soi comme étant le sujet et toute l'expérience que l'on a de la réalité comme étant l'objet. Mais dans la compréhension orientale, il faut voir que le sujet, c'est en fait la conscience que nous utilisons parce que nous avons de nombreux différents types de conscience. Et donc chacune de ces consciences a son objet propre. Et la plupart du temps, on mélange tous ces aspects, l'aspect du sujet et tous les aspects de l'objet. C'est ainsi qu'on est emprisonné, si on peut dire, comme si tout était figé dans la façon dont nous expérimentons la réalité. Mais si nous commençons à comprendre le fonctionnement de chacune de ces consciences et avec leur objet spécifique, alors on commence à avoir beaucoup plus de flexibilité dans notre propre façon d'être et dans la façon dont nous rentrons en relation avec la réalité et dans la façon dont elle nous apparaît. Alors, est-ce qu'on peut essayer de voir plus concrètement quel est le but de ces enseignements? Déjà, est-ce que les gens peuvent les appliquer dans leur vie quotidienne?
Oui, ce que faisait Tarab Rinpoche, c'était de nous montrer que nous pouvons vraiment utiliser ces enseignements extrêmement profonds au niveau de notre quotidien. Donc, on peut les utiliser au niveau du développement personnel, dans la façon de mieux se connaître et également dans la relation à l'autre. Et donc, on a des sections thérapeutiques, psychothérapeutiques et aussi que l'on appelle d'art de la relation, dans la relation à l'autre. Et puis, c'est également utile au niveau d'une transformation spirituelle. Donc, on peut l'utiliser à des tas de niveaux, que ce soit pour réduire nos peurs, pour gérer nos émotions et en particulier toutes les réalités que nous créons à partir de ces émotions. D'une certaine façon, c'est ce qui nous permet de reprendre la responsabilité de notre propre vie et d'en avoir la maîtrise et de prendre la responsabilité de la réalité que nous créons et d'arriver ainsi à avoir la maîtrise de notre réalité. Et d'une certaine façon, c'est ce qu'il appelait le développement personnel. Et en général, Rinpoche disait que la façon dont nous utilisons les enseignements spirituels élevés sont aussi utilisés à un niveau de développement personnel. Et il est possible d'utiliser ces enseignements aussi pour procéder à un développement plus profond, et ce qui est à la base des tantras, également des sutras. Donc c'est utile non seulement au niveau d'une transformation de développement personnel, mais également au niveau d'une transformation spirituelle. Donc en fait, on vient de le voir, les gens n'ont pas forcément besoin d'être bouddhistes pour suivre ces enseignements. Ils s'adressent à tout le monde. Oui, ça c'était un aspect qui était très important pour Tarab Rinpoche, que tout le monde, toute personne puisse suivre ses enseignements. Il disait qu'il y avait tant de connaissances et de sagesse qui avaient été transmises par la culture tibétaine, du fait qu'elle avait été isolée pendant tant d'années. Et toute cette connaissance qui faisait partie du bouddhisme aussi bien indien que tibétain. Et il disait que toutes ces connaissances, en fait, revenaient vraiment de périodes antérieures, encore antérieures, même jusqu'à 5000 ans auparavant. Et que c'était vraiment quelque chose qui appartenait à l'humanité, puisqu'il s'agissait d'une investigation au niveau de la réalité, au niveau de l'esprit, au niveau de la relation corps-esprit, dans la façon dont nous établissons notre réalité. Et donc, c'est ce que vous-même, vous continuez à faire aujourd'hui, je précise bien, en Europe, mais aussi en Inde. Oui, on a tant de chances de pouvoir continuer ces enseignements. On a une formation en ce moment qui se continue en Allemagne, qui avait été commencée par Rinpoche. Maintenant, il y en a un qui vient de se terminer en France et un nouveau qui va démarrer en France en mars l'année prochaine. Et puis en Inde, il y a 2 formations qui sont en train de s'écouler en même temps. Une qui en est déjà à la 3e année. Nous en commençons une nouvelle à Tsopema, qui se trouve entre Dehradun et Dharamsala cette année, qui commence en décembre. Merci beaucoup en tout cas, Line Lindberg, d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir éclairé sur cette personnalité incroyable de Tarab Tulku Rinpoche, sur ses enseignements. Et donc on vous attend en mars prochain, à nouveau en France. Merci beaucoup. Merci. Et si vous souhaitez approfondir ces thèmes croisés du bouddhisme et de la psychologie, voici quelques livres que nous vous conseillons. Jung et la sagesse tibétaine de Radmila Moakanin aux éditions Le Relier. Une très bonne étude pour mieux comprendre les possibles relations entre les différents aspects des traditions philosophiques et spirituelles d'Orient et d'Occident. Surmonter les émotions destructrices de Daniel Goleman, publié chez Robert Laffont, un dialogue passionnant avec le Dalai Lama, source de réflexion et d'inspiration pour le développement de la paix dans le monde. Et enfin, premier pas vers la sagesse dans la collection Librio Spiritualité d'Arnaud Desjardins, qui nous invite à réaliser une expérience intime, puisée aux sources des grandes traditions spirituelles, qu'elles soient chrétiennes, hindoues, musulmanes ou bouddhistes. C'est déjà la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle journée et vous propose de nous retrouver dimanche prochain. Excellente semaine.